Les années 80, le tissu associatif a connu une profonde mutation avec l'émergence d'une plus grande mobilisation civique des associations issues de l'immigration. Ce phénomène s'est développé au cours d'une période marquée par l'important changement politique, économique et sociaux que vous connaissez début des années 80. Le point de départ de cette transformation associative, le 9 octobre 1981, lorsque la loi abrogeant le décret de Maréchal Pétain de 1939 quand même, a permis une grande liberté associative permettant aux associations constituées de personnes immigrées de se constituer. N'oublions pas que le début des années 80 aussi, c'était la marche de la dignité, qu'on appelle malheureusement marche des beurs. On n'est pas d'accord avec cette... Voilà. Ce changement législatif a impulsé une importante dynamique auprès des populations immigrées qui ont alors trouvé dans l'associative une nouvelle voie pour faire entendre et ainsi légitimer leurs demandes et interpellations. Ces premiers mouvements de revendication se sont concentrés essentiellement sur la notion d'égalité des droits et de lutte antiraciste. C'est à partir du milieu des années 90 qu'un nouveau tournant s'opère. Ces mouvements d'égalité des droits et de lutte antiraciste se sont davantage orientés vers l'action civique, l'action sociale et la médiation dans les quartiers à forte population immigrée et d'origine étrangère. Ces évolutions associatives se sont souvent accompagnées d'une volonté d'exercer les droits et les devoirs inhérents à chaque citoyen. Droit de vote, droit de syndiquer, de disposer d'un logement décent, de postuler à un emploi, d'avoir accès à la justice. Ces dynamiques associatives représentent pour beaucoup d'étrangers et leurs enfants un lieu de sociabilité, de solidarité, un lien avec le pays d'origine, tout en favorisant le processus d'intégration. Je pose les questions tu déjà dans le... Tu peux y aller. Hein. Pour moi, tu as dit l'essentiel. Hein. Non, mais bon, on aura, je ne dirais pas mieux que toi, sachant que Mustapha a organisé déjà toute une journée sur ce sujet-là. C'est pourquoi on l'a choisi comme notre intervenant. Alors, cher Mustapha, en quoi cette loi donna-t-elle un élan spectaculaire au développement du mouvement des associations immigrées? Quelles étaient ses limites? 40 ans plus tard, quel bilan? Quels défis restent-ils à relever? À quel impact sur le développement de mémoire, de transmission de la mémoire? Toutes ces questions, j'espère, trouvera quelques débuts de réponses dans ton intervention. Tout un programme, comme disait l'autre. Bonjour tout le monde, c'est toujours avec un grand plaisir de venir à Saint-Avold. À chaque fois qu'il y a une activité, je ne peux pas m'abstenir et toujours d'être présent avec une association aussi dynamique. Et ce n'est pas des fleurs qu'on jette, mais c'est une réalité parce que l'ensemble des activités et des débats que vous posez, toujours ils ont un sens. Et c'est pour cela qu'aussi je viens sans aucune hésitation. Répondre à ces questions, on est obligé un peu de situer les choses dans leur contexte. C'est bien de rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout ou peu cette loi, ce décret-loi qui existe depuis 1939 sous le régime Vichy-Pétain. C'est un régime autoritaire, policier, où les étrangers ont été interdits de s'associer, c'est-à-dire ils avaient le droit d'être membre d'une association, mais elle n'avait pas le droit de présider ou d'animer une association, ce qui est très important. Mais avant d'arriver à 81, j'ai envie de dire que cette dynamique et ce mouvement associatif, il a trouvé, on va dire, son histoire,
et ses sources dans le mouvement populaire issu de la communauté de Paris déjà, où il y avait toute une dynamique associative, citoyenne, qui agisse au quotidien pour un peu faire émerger tout ce qui est débat citoyen, débat public. Cette dynamique, d'ailleurs, va donner naissance à une association qui dit dès 1926, c'est l'Étoile nord-africaine, que la plupart connaissent, j'espère. C'est des Maghrébins qui se sont constitués dans la dynamique coloniale pour lutter contre tout ce qui est colonialisme à l'époque et faire écho de tous les combats dans les pays d'origine, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. C'est pour cela qu'il s'appelait déjà la question de la maghrébinité. Il était intégré dans les années 60 que la TMF va venir après donner du sens à cette appellation qui va passer de marocain à maghrébin. C'était surtout des luttes anticoloniales où les travailleurs immigrés et leurs familles ont joué un rôle, on va dire, très important. Et je crois que les massacres de 17 octobre 61, ils sont là aussi pour montrer l'implication de cette dynamique associative et aussi les familles issues de l'immigration maghrébine. Il y a aussi une partie de l'immigration qui est vraiment mal connue. C'est une immigration qui est venue dans les années 50. C'est ce qu'on appelait les activistes anticoloniaux dans les pays d'origine, que ce soit Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Afin de mieux les contrôler, la France avait décidé de les déporter et de les ramener à Paris avec une assignation à résidence où ils passaient tous les jours signés dans les commissariats, là où ils habitaient, pour mieux les contrôler. Donc c'est des gens, après les mouvements de l'indépendance, ils sont restés ici, qui vont jouer un rôle important dans la dynamique qui va suivre. Il y a aussi le mouvement, c'est peu connu, le mouvement des travailleurs arabes, c'est en 72 exactement, qu'on a créé, c'est dans le mouvement des grèves, surtout dans les foyers Sonacotra, dans les usines à l'époque, et qui ont donné un peu du sens à ce mouvement ou à cette dynamique, et ils sont impliqués avec l'organisation de débats, même des manifestations. Malheureusement, ce mouvement, il a été dissous en 79. L'arrivée massive de l'immigration dans les années 60-70, avec une absence de mouvement associatif, les autorités des pays d'origine, ils ont profité et ils ont créé ce qu'on appelait à l'époque les amicales, que ce soit le Maroc, ou l'Algérie ou la Tunisie. Et ces amicales, ils avaient un rôle à jouer, surtout en termes de courroie de transmission par rapport à tout ce que les régimes des pays d'origine voulaient transmettre à leur immigration. C'est comme ça qu'on parlait à l'époque. Et aussi, ils vont jouer un rôle, j'ai envie de dire, de renseignements généraux. C'était ça, c'est-à-dire le rôle principal que les amicales ils vont jouer. Ils vont même aller plus loin que ça, parce qu'il y avait une grève dans une grande usine qui n'existe plus, Peugeot Talbot, dans la région parisienne, Simca Talbot, ça n'existe plus, ces marques, je ne sais pas, il n'y a que les anciens qui connaissent la marque Simca et Talbot. Ça veut dire que je suis un vrai Chibani. Et c'était frappant parce que pendant presque 4 semaines, le mouvement de grève, il a tenu tête au patronat parce qu'ils ont réclamé tout simplement d'être un peu alignés au même salaire que les autres. C'est des immigrés qu'on a fait venir et qu'ils étaient très exploités et sous-payés même, donc ils demandaient une augmentation de salaire et ils ont tenu, et ça représentait quand même 50% de la masse ouvrière dans cette usine. Et ils ont stoppé la production la production des voitures. Et le patronat, au bout de 4 semaines, ils commençaient un peu, ils voyaient venir, c'est-à-dire qu'il allait perdre ce combat. Donc, ils ont utilisé le ministre des Affaires, l'ambassade du Maroc, à l'époque, qui va prendre contact avec le ministre des Affaires étrangères et il va y avoir toute une intervention du régime marocain auprès de qui? Auprès de ces fameuses amicales qui vont venir s'organiser la nuit pour aller toquer dans les portes de ces ouvriers pour leur dire si jamais tu ne reprends pas ton travail demain, ton passeport, tu peux lui dire adieu à Tanger.
Donc, et ce qui va finir par casser ce mouvement et qu'il va y avoir tout un débat au sein même de CGT, CFDT à l'époque. Il y a même certains qui ont viré carrément vers l'extrême droite à cause de ce genre de choses. C'est juste pour vous dire, il y a aussi d'autres phénomènes au niveau de Nord-Pas-de-Calais par rapport aux mines où ils ont aussi cassé une grève. Donc pour vous dire le rôle que ces amicales ils ont joué. J'insiste parce que je vais revenir à la fin de mon intervention là-dessus. C'est très important. Il y a la dynamique de 81, c'est vrai. 81, il y avait tout de suite, donc, ces militants marocains aidés par d'autres qui étaient là en train de se chercher, de créer une dynamique malgré l'interdiction. Ils ont créé une association, déjà en 1961. C'est les militants à l'époque qui ont créé l'UNFP, l'Union nationale de force populaire. C'est le parti politique créé à l'époque par Mehdi Ben Barka, que vous connaissez tous son histoire, enlevé, assassiné en 65. Et ils ont créé l'AMF, l'Association des Marocains de France, qui est l'association mère de la TMF, qui va venir en 72, 74 plutôt. Il va y avoir scission suite à un différend en termes de politique sur la question du Sahara à l'époque, où il y avait tout un débat, où il y avait une scission au sein de cette association. Donc pour vous dire que malgré cette interdiction, il y avait une dynamique, il n'y avait pas, c'est-à-dire on n'est pas attendu. Donc jusqu'à l'arrivée de 81, c'est vrai, et toute la partie qui ont quitté l'AMF à l'époque, ils ont créé en janvier 82 exactement, à Gennevilliers, la naissance de l'Association des travailleurs marocains en France à l'époque. Ça s'appelait comme ça, l'Association des travailleurs marocains en France, qui va se transformer en 98, l'Association des travailleurs maghrébins de France. Il y a beaucoup de gens qui ont donné l'importance à marocains maghrébins, mais ils ont oublié le « on » de deux. Donc parce que c'est là où, dans les années 80, au congrès de la TMF, il y avait une prise de position claire et nette avec son congrès du sujet aux citoyens, où on va rompre définitivement avec la question du retour, le mythe de retour, pour dire on est là, on est des citoyens, et c'est là où on va voir tout un mouvement de Marocains qui vont opter pour la nationalité marocaine. Bref, je saute beaucoup de lignes. La nationalité française. Je saute beaucoup de lignes exprès pour un peu laisser la place au débat. Dans cette dynamique, il va y avoir un mouvement de la jeunesse qui va se créer parce que, rappelez-vous quand même, fin 70, vers 78-79, où il y avait un mouvement raciste, c'est les nostalgiques de l'Algérie, c'est les pieds noirs, vraiment il y avait un mouvement raciste qui tirait à balles réelles sur des jeunes dans les quartiers populaires, où il y avait une haine envers l'autre d'une manière vraiment, on va dire, très abjecte et aussi très féroce, parce que il y avait même des confrontations physiques le soir entre ces fachos et les jeunes des quartiers. Donc toute cette dynamique avec la dynamique associative qui va se créer en 81, ça a donné ce que tu as parlé tout à l'heure de la marche de la dignité. Dans la réalité, c'était la marche de l'égalité. Mais que d'autres les médias vont reprendre, c'est la marche des beurs. Parce que on va assister à une évolution sémantique dans l'appellation de cette population où, dans les années 60, on parlait des travailleurs arabes. Dans les années 70, on va parler immigration maghrébine. Dans les années 80, on va parler beurre. Dans les années 90-2000, on va parler islamiste. Jusqu'à ce qu'on arrive les Daesh, les talibans, maintenant la radicalisation. C'est juste pour vous montrer, c'est-à-dire la question de la lecture historique de l'immigration, il y a certes le volet politique, il y a aussi le volet médiatique. Je m'adresse à médias qui sont présents à côté, la jeunesse, voilà, parce que souvent on ignore cette partie de notre histoire parce qu'elle est méconnue et elle n'existe nulle part. Donc cette jeunesse qui vont créer une dynamique, ils vont organiser cette marche pour l'égalité et d'après
toutes les études sociologiques, historiques, jamais on n'a trouvé une revendication qui réclame que ces jeunes qui demandent on est musulman, ou bien on est arabe, ou bien on est maghrébin. On est citoyen français et on réclame l'égalité des droits. Donc c'était le slogan, c'est pour cela que les questions de l'égalité de droits, et c'est pour cela aussi que, à l'époque, le Parti socialiste, pour ne pas nommer Julien Drey, le mafieux, c'est la justice qui l'a traité de mafieux, c'est pas moi, qui va un peu rentrer dans une dynamique pour casser ce mouvement, et il va donner naissance à SOS Racisme pour un peu récupérer la politique, rappelez-vous, les grands frères, les gens qui apparaissent, on va leur donner animateur dans un centre culturel, ceci, cela, pour un peu casser cette dynamique. Il y avait tout de suite la deuxième marche, peu de gens la connaissent, la marche des... Enfin, ce n'est pas une marche, c'était des mobylettes. Ils sont partis un peu partout de France, direction Paris, tout le monde a pris sa mobylette, et avec un slogan à l'époque, la France, c'est comme une mobylette, il lui faut du mélange pour marcher. C'est-à-dire en faisant le lien avec le mélange de temps pour que les mobylettes roulaient. Donc, mais on leur doit la carte de résident, parce qu'avant c'était la carte séjour, carte travail, séparée. Ce n'est pas parce qu'on a carte séjour qu'on a le droit de travailler. Il fallait faire toute une démarche pour demander l'autorisation auprès de la direction départementale de travail pour obtenir cette carte travail pour travailler. Donc, après 84, on a eu la carte de résident. Celui qui l'apporte, il a le droit de travailler. La droite n'a pas chômé. Hein. Le Parti socialiste, il a instrumentalisé pour créer SOS Racisme. Pasqua, à l'époque, il a créé une association qui s'appelait Génération Égalité. Je ne me rappelle plus du nom de leur leader, Rezqi Dahmani ou d'un truc comme ça. C'était un truc, voilà, fantoche. Après, quelqu'un d'autre qui va créer Génération 2001. Donc, tout ça pour un peu instrumentaliser l'immigration et à des fins pour casser toute dynamique politique porteuse d'un débat citoyen, d'un débat vers l'égalité de droits. Alors, jusqu'à 2005. 2005, là, on va assister à un virage. 2005, c'est les émeutes dans les quartiers populaires. Je saute, hein, je vais très vite. C'est très important dans l'histoire de l'immigration parce que là, on va vider tout le débat sur l'immigration de son sens parce qu'il va prendre une autre dimension. C'est où on va casser tous les mouvements associatifs issus de l'immigration progressiste laïque au détriment et au service d'autres associations dites cultuelles qui ont commencé à émerger dans les quartiers en disant qu'il n'y a que eux qui peuvent contrôler les jeunes dans les quartiers avec l'appui des pays d'origine où de nouveau les pays d'origine vont revenir. Le Maroc et la Tunisie et l'Algérie, qui c'est qui contrôle l'islam de France, avec une entrée nouvelle qui va venir après de la Turquie. Le drame, ce n'est même pas ça. Le drame, c'est que le débat, il va connaître aussi une autre... où on va ethniciser le débat politique. Et on va donner la dimension, on va essentialiser la religion, l'islam. Et du coup... moi, je me rappelle toujours, je suis un militant syndicaliste de l'époque des étudiants, l'UNEM, pour ceux et celles qui connaissent, l'Union nationale des étudiants du Maroc, après l'ATMF. J'étais plus connu en tant qu'ATMF, Mustapha l'ATMF, personne ne connaît mon nom. Et après, je vais devenir Mustapha le musulman, alors que je suis plus mécréant que moi, tu meurs. Donc, et il y avait ce problème où, après, on va vraiment, tout immigré va devenir musulman. Donc, l'islam va prendre une grande partie avec une lecture de ce qui se passait au niveau international, le prisme international, tout le Moyen-Orient, la question de la guerre de la Palestine, Israël. Donc tout ça va jouer un rôle. Donc c'est pour cela que je vous dis, je saute beaucoup de lignes, mais c'est juste pour vous donner quelques repères pour qu'il y ait un débat, un échange constructif entre nous. Avec la nomination de qui? Ah oui, j'ai oublié une association qui est très importante. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. L'association Ni pute ni soumise. Alors, on était tranquille
et d'un seul coup, on va venir avec l'histoire de « Ah oui, 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 c'est un problème de jeunes, mal éduqués, on va mettre en confrontation les jeunes les garçons et les jeunes filles. Le problème, c'est ça. » Voilà. Et il y a un comportement, un manque de respect, le viol dans les caves, dans les trucs. C'est-à-dire, je ne dis pas ça avec ironie pour nier un certain nombre de vérités qui existaient, mais pour dire qu'on a instrumentalisé un certain nombre de phénomènes à des fins politiques. Et vu qu'elle avait un grand projet, elle avait une ambition de devenir une association nationale très grande, mais seulement il y avait l'organisme qui finançait les associations à l'époque issues de l'immigration. À l'époque, il s'appelait le FACIL, qui était avant le FAS. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a peu de gens qui connaissent un peu l'histoire du FAS. Le FAS, c'est le Fonds d'action sociale. C'est quoi? C'est l'État qui a créé une institution autonome, indépendante, qui récoltait l'argent à l'époque, les immigrés qui ont laissé leurs enfants au pays d'origine, ils touchaient des allocations. Mais sauf que, vu que les enfants sont restés au pays, ces allocations, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'État, il a décidé que cet argent, la CAF donne, on l'injecte dans un fonds, et ce fonds, il doit servir tout de suite. C'est ça qui a donné naissance en 1957 pour les travailleurs algériens, les foyers Sonacotra. Ça, vous devez connaître, qui vont se transformer. Maintenant, c'est Adoma. C'est juste, on a habillé pour un peu effacer leur histoire sombre de l'exploitation des fonds de l'immigration à l'époque. Et cet organisme qui va devenir le FACILD, après le fameux discours de Martine Aubry, qui va dire qu'en quoi la question, ce n'est pas l'intégration, c'est plutôt une question de discrimination, et il va devenir le Fonds d'action sociale de lutte contre les discriminations, FACILD. Et elle, la présidente à l'époque de Ni Pute Ni Soumise, c'est Fadela Amara, pour ne pas la nommer, elle avait un grand problème avec cet organisme, tout ça. Elle va arriver dans les valises de Sarkozy à l'époque, quand Jacques Chirac était président, et on va la nommer secrétaire d'État en charge de quoi? En charge de la politique de la ville, en charge du FACIL. La première acte qu'il a fait, il a cassé le FACIL. Il a réglé le compte. Donc, et après, on a créé l'accès. Donc, les conséquences, c'est que toutes ces associations qui ont émergé dans les années 80, 90, début 2000, ils vont prendre un sacré coup. Toutes les petites associations, elles ont disparu parce qu'on va rentrer dans une marchandisation. On appelle au projet, il n'y a que les grosses structures, les MJC, les centres culturels, qui ont les reins solides, qui ont une trésorerie qui pouvait prétendre à ce genre de projet. Donc tout ce qui est petite association, ils ont disparu. C'est pour cela qu'il faut tirer chapeau à la résistance de la TMF Saint-Avold ou bien d'autres sections qui continuent de résister. Rien que pour ça, je crois que c'est important de le souligner. L'autre élément, c'est que toute cette politique va créer une sorte de repli, et avec une arrivée de la jeunesse où, c'est vrai, ils étaient déboussolés. Ces associations, ils jouaient un rôle très important dans la transmission des mémoires, dans la transmission des luttes, dans apprendre à militer, apprendre à lutter, apprendre. Donc, qu'est-ce qu'il restait? Il restait les mosquées. Ces associations, ils ont le mérite d'exister parce qu'ils ont, c'est vrai, aidé à sortir l'islam des caves, à le rendre un peu visible. Mais malheureusement, on est resté là. On est resté là parce qu'on a réduit toute une culture, toute une identité à une religion. Et la droite extrême et l'extrême droite, ils se frottaient les mains, ils disent bah, chouette, c'est super, bon, regardez, c'est ça, ce qu'on appelle l'intégration, on a raté l'intégration. Alors que eux, tout simplement, ils avaient la rage que leurs parents priaient dans les caves et ils ont tout fait pour sortir cette religion des caves. Alors, au-delà de d'affaiblir ces associations progressistes, où je peux vous garantir, on a fait le tour des associations issues de l'immigration qui résistent. Quelque chose d'équivalence à la TMF, il n'y a pas. Il y a FTCR, qui n'existe pas beaucoup. La FTCR, c'est une fédération des Tunisiens, des deux rives. Il y a un peu les associations turques,
accord qui regroupe 5-6 associations, avec l'association, on va dire, fondateur et très forte, il est en Alsace, l'ASTU. Quelques associations kurdes, mais orientées très politiques. Quelques associations africaines où on s'oriente plutôt vers la coopération. Quelques associations qui militent politiquement, mais il n'y a pas une masse. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose quand on voit les associations issues de l'immigration. Donc, on est là, malheureusement. La réalité, elle est là. Je vous ai dit au départ que je vais revenir sur la question des amicales. Les pays d'origine, ils ont dit, ben, chouette, on n'a plus d'amicales, mais on a les associations dites cultuelles. Et on va arroser, avec même les moyens, soutenir les constructions de mosquées, payer les imams, former les imams. Eh bien, écoutez, le dernier truc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la presse la semaine dernière, où on a démontré tout un réseau qui a infiltré les associations islamiques à Bischheim. C'est une petite commune collée à Strasbourg, mais c'est un réseau national. C'est des RG qui travaillent au service des renseignements généraux marocains. Pour vous dire l'ampleur de cette question. Et ils vont revenir à travers ces questions, ces associations dites cultuelles, pour de nouveau infiltrer, parce qu'ils ont peur d'une chose, surtout le Maroc, il a peur d'une chose, ça représente la deuxième rentrée de devises pour le Maroc. C'est énorme. C'est 7,8 milliards cette année. C'est énorme. Vous imaginez, ces immigrés, ils disent un jour, ils disent juste 2 mois, ils disent on arrête, on envoie 0. Je vous assure, la balance commerce Maroc, il va faire comme ça, d'un seul coup. Donc pour vous dire que ça représente énormément, alors il y a toute une philosophie, il y a toute une politique qu'on est en train de mettre en place pour séduire cette immigration, pour rester en contact avec le Maroc. C'est juste pour un peu vous donner quelques éléments pour comprendre un peu, ouais, moi je suis marocain. Avant, jamais le drapeau marocain sortait. Maintenant, on assiste à la rigueur, le drapeau algérien, ça a un sens. Qu'il sort dans les manifs ou dans le truc, même un match Cameroun-Norvège, qui a un drapeau algérien qui sort, ça ne me dérange pas, c'est normal, c'est un Algérien. Mais le Maroc qui sort un drapeau marocain, donc il y a quelque chose derrière tout ça. Donc maintenant, on a les trois, la Turquie, l'Algérie et le Maroc, s'il vous plaît. Voilà. Moralité de cette histoire, moi j'ai envie pour conclure, c'est on se retrouve en 81 avec les amicales, enfin ils ont changé de nom, avec le mouvement associatif qui est un peu rétréci, avec ce combat de survie. Voilà, on finance plutôt la politique de la ville, on finance plutôt les projets, non, on ne finance pas le fonctionnement, non, on ne finance pas les salaires, c'est-à-dire comme ça. Donc il faut jongler pour travailler, pour résister, avec une ambiance. C'est-à-dire, la différence de 81, c'est que avant c'était des immigrés, maintenant la majorité de nos enfants sont français, sont des citoyens. Ça c'est nouveau et ça c'est déterminant. Déterminant pour nous parce qu'il y a en face, en 81, on a la droite, la gauche, et on avait le Front National, que la gauche a instrumentalisé pour casser la droite. Maintenant, on a 3 mouvements d'extrême droite. Le Pen, Zemmour et Ciotti. Ciotti, il a perdu. Non, il n'a pas perdu, il a gagné, lui. Ça y est, ses idées, ils ont gagné, elles marchent. La droite, et là, il s'est, on va dire, il s'est radicalisé, c'est le mot à la mode. La droite en France, elle s'est radicalisée. Donc, et on a ce phénomène. Donc, pour moi, notre devoir, c'est de soutenir ce genre d'association, ce genre d'initiative citoyenne. C'est le seul moyen de faire face, c'est le seul moyen de se mettre ensemble pour défendre les valeurs universelles qui nous unissent tous. Merci beaucoup.